Avez-vous déjà imaginé être arrêté au milieu d'une ville bondée simplement à cause de qui vous êtes? Le simple fait de rentrer chez soi après une journée fatigante peut virer au cauchemar lorsque la société vous regarde différemment. Cette histoire, mes amis, n'est pas une tragédie isolée. Elle raconte quelque chose qui, malheureusement, arrive encore trop souvent, surtout si vous êtes noir. Que ressentiriez-vous si vous traversiez une telle situation et que vous ne sachiez pas si vous pourrez rentrer chez vous sain et sauf? Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé ce jour-là, mais du poids de la discrimination qui persiste, affectant votre confiance en vous et même votre identité. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Lamine, un jeune graphiste parisien dont la vie a été bouleversée par un simple trajet en métro. Avant de commencer, je voudrais vous faire une petite demande. Si cette histoire vous touche ou si vous avez vécu une expérience similaire, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Je sais que beaucoup regardent les vidéos, mais ne sont pas abonnés. Et je ne veux pas que vous manquiez d'autres contenus comme celui-ci qui suscitent des débats si importants pour notre société. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car ce qui est arrivé à Lamine n'est pas un cas isolé. Et le plus impressionnant, c'est que son dépassement a été un tournant décisif qui vous inspirera. Lamine n'avait que 26 ans et travaillait depuis quelque temps comme graphiste pour une agence de communication parisienne. Il vivait dans un appartement simple mais confortable du 18e arrondissement et son quotidien était presque toujours le même. Se lever tôt, prendre le métro bondé et affronter le rythme effréné de la ville. Ce jour-là, la pression semblait plus intense. C'était un vendredi, le week-end approchait, mais la fatigue n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. La ville, pour lui, n'avait jamais été vraiment accueillante, mais il gardait la tête haute, s'efforçant de donner le meilleur de lui-même au travail, comme tout le monde le ferait. Lorsque le métro arriva à la station Châtelet, Lamine monta dans le métro, se positionna au milieu du wagon, son sac à dos sur le dos, et ses écouteurs l'empêchant presque de percevoir le chaos environnant. Le wagon était bondé. Comme toujours à Paris, les transports en commun étaient impitoyables. On se bousculait et Lamine, comme beaucoup d'autres, cherchait sa place. Il s'accrochait à la rampe, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone portable, lorsqu'un groupe de touristes s'est précipité dans le wagon. Dans leur hâte, l'un d'eux a percuté Lamine, renversant son sac à dos. C'était un de ces moments qui passent habituellement inaperçus, mais contrairement à ce qu'il attendait, les dégâts ont commencé là. Le touriste s'est empressé de s'excuser, mais l'atmosphère était sur le point de changer. Et Lamine l'ignorait, mais la ville qu'il considérait comme son foyer commençait à lui montrer son visage le plus cruel. Le métro continuait son trajet, mais la tension dans l'air semblait s'accroître. Lamine essayait encore de récupérer son sac à dos lorsque soudain, la porte du wagon s'ouvrit et un policier entra. Il était en uniforme comme tant d'autres, mais quelque chose en lui semblait plus intense que d'habitude. Son regard fixe, ses pas rapides et sa posture rigide indiquaient déjà qu'il avait quelque chose en tête. Sans plus attendre, le policier s'approcha de Lamine comme si le sort de ce wagon était scellé. « Vous avez un sac à dos suspect », dit-il en pointant son doigt d'un air accusateur. Sa voix ne laissait aucune place au questionnement et sa façon de le dire donnait à Lamine l'impression d'être un criminel, une chose complètement absurde. Lamine, qui n'avait jamais été du genre à semer le trouble, sentit le sang lui monter à la tête. Il s'efforça de garder son calme, se rappelant qu'il avait ses droits et surtout que la raison de ce qui se passait était absurde. « Je rentre chez moi », répondit-il en tentant de montrer sa carte de transport pour légitimer sa présence. « Je n'ai rien de suspect sur moi. » Mais, contrairement à ce qu'il attendait, le policier ne semblait pas disposé à l'écouter. Son expression ne changea pas. Il insista, affirmant que Lamine correspondait au profil des criminels du quartier. Ses mots étaient tranchants comme des couteaux, comme si le fait qu'il soit noir justifiait en soi d'être traité comme un criminel. C'était une accusation sans fondement, mais qui lui était bien familière. Le silence régna une seconde dans le wagon, comme si tous les passagers avaient ressenti le poids de la situation, mais personne n'osa intervenir. Lamine, le cœur battant,
ne savait que faire. On l'avait déjà abordé en d'autres lieux de la ville, mais jamais de manière aussi humiliante et inexpliquée. Le policier, indifférent à la froideur de ses propos, le tira simplement par la manche de son manteau et le força à descendre à la station suivante. Lamine n'avait pas le choix. Lorsque les portes s'ouvrirent à République, il fut poussé dehors, son sac à dos toujours sur l'épaule, sans savoir si tout cela était un cauchemar dont il allait bientôt se réveiller, ou si ce serait sa réalité à cet instant. Le groupe de touristes, si proche de la scène, observait de loin. Certains semblaient mal à l'aise, mais personne ne s'exprimait. Lamine se sentait humilié non seulement par l'approche policière elle-même, mais aussi par le fait que le regard des gens autour de lui semblait refléter quelque chose de bien plus grave. Il n'était pas le bienvenu, il n'avait pas sa place. Et à cet instant, il se sentit non seulement isolé, mais aussi impuissant. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » pensa-t-il. Mais les réponses qu'il cherchait semblèrent se perdre dans ces secondes interminables. Il fut conduit au commissariat, sans explication, sans raison, et une fois de plus, son monde sembla basculer. Au commissariat, Lamine se retrouva dans un décor qui lui semblait surnaturel. Il entra, ignorant s'il serait entendu ou si ses paroles seraient ignorées. La forte odeur de désinfectant mêlée à la tension ambiante lui donnait l'impression d'être arrêté pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Un sentiment d'impuissance l'envahit. Il ne savait ni quoi faire, ni comment agir dans cette situation. Il ne lui restait plus qu'à attendre que quelqu'un quelque part comprenne l'absurdité de la situation. Il resta là, seul, sans savoir combien de temps, jusqu'à ce qu'enfin, une amie avocate de Lamine, Amélie, entre dans la salle d'attente. C'était une femme aux cheveux courts et aux lunettes épaisses, à la posture ferme et déterminée. En la voyant, Lamine sentit un léger espoir naître, comme si cette nuit ne serait peut-être pas la fin. Amélie, toujours prompte et incisive, se rendit immédiatement chez le policier responsable de l'arrestation et exigea des explications. Grâce aux images de surveillance du métro et aux témoignages des passagers témoins de la scène, la vérité était à portée de main. Mais l'enjeu principal était l'impact psychologique que cette nuit-là allait avoir sur la vie de Lamine. Il ne s'agissait pas seulement de prouver son innocence, mais de l'humiliation publique qu'il venait de subir. Il avait été traité comme un criminel pour la simple raison qu'il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Et le poids de cette situation s'avérait plus lourd à porter qu'il ne l'avait imaginé. Le processus de libération fut long et pénible, mais Lamine fut finalement libéré. Il quitta le commissariat avec le sentiment que quelque chose en lui avait été brisé. Il savait déjà qu'il ne serait plus jamais le même car, malgré tout, il ne pouvait plus ignorer la cruelle réalité qui l'entourait. La ville qu'il aimait, celle qu'il considérait comme son foyer, ne lui semblait plus aussi accueillante qu'il l'imaginait. Il prit le métro pour rentrer chez lui, mais la sensation d'être observé le perturbait à chaque station. Chaque regard, chaque mouvement autour de lui semblait une confirmation silencieuse qu'il n'avait pas sa place ici. Le silence dans le train, cette fois, ne lui semblait plus aussi calme qu'avant. C'était un silence menaçant. La peur d'être à nouveau abordé, d'être perçu comme une menace, s'installa dans sa routine. L'impact psychologique fut si fort qu'à son retour, Lamine s'enferma dans sa chambre, incapable de se contenir. Les larmes coulèrent, non pas à cause de la retenue elle-même, mais à cause du sentiment d'être à la fois invisible et visible, d'être quelqu'un dont l'humanité semblait avoir été dépouillée. Il passa des heures à revivre la situation. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement du racisme d'une nuit, mais d'un racisme systémique, invisible et constant, qui faisait partie intégrante de la société. Il était façonné par cette douleur, et il savait qu'il devait trouver un moyen de s'élever, de prendre le contrôle de son propre récit. Ce que Lamine ne s'attendait pas, c'est que son histoire fasse un tel émouvant succès. Dès le dépôt de plainte d'Amélie, l'affaire s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Le hashtag #Justice for Lamine a commencé à circuler, et il s'est rapidement retrouvé dans des articles de journaux et des débats en ligne. On parlait de lui et de ce qu'il avait vécu.
Certains ont défendu l'agent, affirmant qu'il ne faisait que son travail, mais la grande majorité a pris le parti de Lamine, indigné par le traitement raciste qu'il avait subi. Il a reçu des messages de soutien du monde entier. Malgré cela, le sentiment d'aliénation persistait. Ce qu'il souhaitait le plus, c'était que les choses reviennent à la normale, mais il savait que la normalité ne serait plus jamais la même. Dans les jours qui suivirent, Lamine commença à recevoir des invitations pour parler de son expérience. Au début, il hésitait, doutant d'avoir le courage de revivre tout cela devant des inconnus. Mais la pression du moment et le soutien reçu le convainquirent d'utiliser sa visibilité pour quelque chose de plus grand. Il accepta une invitation à participer à une conférence pour jeunes noirs où il put partager son expérience. Et c'est là, devant un public attentif, qu'il eut une révélation. Lamine réalisa que l'impact de son expérience n'était pas seulement personnel. Ce qui lui était arrivé dans ce métro bondé représentait une réalité plus vaste que tout le monde ignorait. Il n'était pas seul. Cette douleur, cette peur étaient partagées par beaucoup. En commençant à parler en public, Lamine a retrouvé sa voix. À chaque mot, il sentait un poids s'alléger de ses épaules. La lutte qui lui avait semblé impossible ce jour-là au commissariat s'est transformée en un voyage de resignification. Il a commencé à comprendre que son dépassement ne résidait pas seulement dans la preuve de son innocence, mais aussi dans la résistance au système qui avait tenté de l'effacer. Il a partagé son histoire avec d'autres jeunes hommes noirs, dont beaucoup avaient des parcours similaires, qui avaient le sentiment que leur vie était toujours perçue à travers le prisme de la peur et de la suspicion. Il a parlé du racisme structurel, de la façon dont les lois et les pratiques sociales placent souvent les Noirs en situation de vulnérabilité sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est dans le feu de l'action que Lamine a découvert sa véritable mission. Il ne se battait plus seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. Il est devenu un porte-parole, un militant, quelqu'un prêt à révéler les douloureuses vérités que beaucoup préféraient ignorer. Les conférences et événements auxquels il participait ont pris de l'ampleur, et il a compris que l'impact de son histoire n'était pas seulement une question de justice pour lui, mais un combat permanent pour le respect des droits de chacun, quelle que soit sa couleur de peau. Lamine se sentait plus fort à chaque nouvel événement auquel il participait. Même si la douleur de l'humiliation le hantait encore, il sentait que, d'une certaine manière, cette période difficile lui offrait une nouvelle perspective. Il savait qu'il aurait encore des difficultés à surmonter, mais à chaque discussion, à chaque échange avec d'autres jeunes, il construisait une nouvelle forme de résilience. C'était comme s'il transformait la douleur en quelque chose de productif, quelque chose qui pouvait aussi changer la vie d'autres personnes. Et son histoire ne tarda pas à se propager au-delà de son entourage, touchant encore plus de personnes sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il devint un symbole de résistance au racisme systémique et en même temps un exemple de dépassement des obstacles. L'impact de cette visibilité fut profond. Des personnes d'horizons différents commencèrent à s'exprimer, partageant leurs propres histoires de discrimination. Les réseaux sociaux devinrent un espace d'échange et de réflexion, et Lamine eut le sentiment de participer à quelque chose de bien plus grand que lui. Il fut invité à participer à d'autres conférences, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, ce qui lui insuffla une nouvelle énergie. Mais malgré son évolution et sa reconnaissance, une part de lui-même se sentait encore blessée, comme si l'expérience du métro le hantait encore dans de nombreux aspects de son quotidien. Au fil du temps, Lamine a compris que la véritable transformation ne venait pas des conférences ou des médias. Elle résidait dans sa perception de lui-même et du monde qui l'entourait. Il a commencé à considérer les transports en commun sous un autre angle. Non pas qu'il ait complètement dissipé la peur d'être à nouveau abordé, mais il se sentait désormais mieux préparé. Il savait que, malgré les obstacles et les injustices de la société, il avait la force d'affronter ces adversités avec courage et détermination. Le dépassement de Lamine n'a pas été instantané, ni magique. Il s'est opéré petit à petit,
au gré de chaque conversation, de chaque moment de réflexion. Et surtout, il a commencé à comprendre que son histoire pouvait ouvrir les yeux d'autres personnes, les amener à voir ce qu'il avait vécu et, qui sait, changer le regard sur les approches racistes dans la société. Le tournant pour Lamine fut la réception d'une lettre d'un touriste témoin de son harcèlement. Il s'appelait Thomas, un Français blanc qui se trouvait à la gare avec sa femme et ses enfants ce jour-là. Dans cette lettre, Thomas exprimait ses regrets de ne pas être intervenu pendant que Lamine était humilié. Il reconnaissait qu'en tant que témoin, il était lui aussi complice d'un système qui perpétuait le racisme, même s'il n'en avait pas conscience. « J'aurais dû parler », écrivit-il. « Peu importe l'enjeu, j'aurais dû me mettre à ta place. » Cette lettre toucha profondément Lamine, et c'est la première fois qu'il comprit que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, pouvait aussi être porteuse de changement. Il comprit que la véritable transformation commence par l'individu. Et comme Thomas, chacun devait comprendre l'importance d'intervenir, de dénoncer l'injustice. La lettre de Thomas devint un symbole pour Lamine. C'est en elle qu'il trouva l'une des plus grandes raisons de poursuivre son combat. Le changement ne surviendrait que si davantage de personnes rejoignaient la cause, si davantage d'individus assumaient la responsabilité de leurs actes et s'engageaient activement à déconstruire les préjugés. Lamine ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il était prêt à faire sa part. Il comprenait désormais que, pour chaque prise de position qu'il prenait, d'autres prendraient également position. Ensemble, ils pouvaient transformer une réalité qui jusque-là semblait impossible à changer. Le parcours de Lamine n'avait pas de fin. Il n'y avait pas de « ils vécurent heureux pour toujours » comme dans un conte de fées. Le racisme et la discrimination existaient toujours, mais Lamine commença à les percevoir différemment. Il savait que si la lutte était constante, il ne pouvait pas se laisser ronger par l'amertume. Il apprit à se regarder dans le miroir et à y voir quelqu'un de plus fort, de plus déterminé, et qu'en partageant son histoire, il contribuait à faire entendre la voix de ceux qui se sentaient réduits au silence. Le dépassement de Lamine ne consistait pas à oublier ce qui s'était passé, mais à donner un nouveau sens à tout ce qu'il avait vécu. Paris, avec toute sa grandeur et sa diversité, était toujours son foyer, mais il la voyait désormais sous un angle nouveau. Il n'était plus en marge de la société, invisible. Lamine était devenu une voix active, un catalyseur du changement. Il savait que la route était longue, mais avec le recul, il savait que son parcours, surmontant les obstacles, avait déjà fait une différence, aussi minime fût-elle. Et c'était peut-être là sa plus grande victoire, avoir réussi à se transformer en quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. L'histoire de Lamine se répandit ainsi dans tout Paris et au-delà. Son nom devint synonyme de courage, de résilience et de transformation. Les conférences et les conférences se poursuivirent, et il se souvint toujours du moment où il fut arrêté dans le métro, du sentiment d'impuissance, de peur et d'angoisse. Mais il se souvint aussi comment il avait réussi à se relever, comment il avait utilisé sa douleur pour inspirer les autres à se relever. Il apprit que, malgré l'impitoyabilité du système, il n'était pas seul. Et surtout, il ne se laisserait pas réduire au silence. Lamine comprenait que son cheminement n'aurait jamais de fin définitive. Il continuerait à parler, à lutter et à éduquer, car il savait qu'en agissant ainsi, il briserait les chaînes qui emprisonnaient ceux qui, comme lui, souffraient encore en silence. Le dépassement était quotidien, mais la victoire résidait dans ces moments de transformation, dans les petites victoires qui émergeaient à chaque pas. Aujourd'hui, Lamine prend toujours le métro tous les jours. Et même si la peur d'être à nouveau arrêté ne disparaîtra jamais complètement, il sait qu'à chaque trajet, il se renforce. Il ne laissera pas la douleur du passé définir son avenir. Il se souvient de Thomas, de la lettre qu'il a reçue et de toutes les personnes qui, comme lui, ont été touchées par son histoire. Lamine est désormais un homme qui arpente la ville la tête haute. Non pas parce qu'il a oublié ce qui s'est passé, mais parce qu'il a décidé de transformer sa douleur en force. Il a appris que le véritable dépassement ne consiste pas seulement à se libérer de la peur,
mais à utiliser cette expérience pour transformer le monde qui l'entoure. L'histoire de la mine n'est pas un conte de fées. C'est une histoire vraie de résilience, de courage et de transformation. Une fois qu'il a compris cela, il est devenu, sans le savoir, une lueur d'espoir pour tant d'autres qui, comme lui, vivaient dans l'obscurité de la discrimination. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.